Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 23 septembre. Voici les titres. À l'heure où l'apprentissage a besoin d'être relancé, Benjamin Brett est l'image d'un apprentissage réussi. Le jeune homme de 19 ans a obtenu le titre de meilleur apprenti de France. Rencontre dans son entreprise de formation à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est l'automne et donc la période des pommes. Renette et Melrose notamment sont prêtes à la cueillette depuis quelques jours. Les particuliers reviennent donc dans les vergers. Enfin, rencontre avec un trio haut en couleur. Ils sont musiciens et chanteurs et forment le groupe Chansons d'occasion. Depuis 2 ans, ils adaptent les tubes au rythme du jazz et du swing manouche. On débute avec cette problématique, l'apprentissage qui rencontre des difficultés en cette période de crise économique et la Vendée ne déroge pas à la règle, même si les centres de formation restent nombreux sur le département. Chaque année d'ailleurs, certains apprentis tirent leur épingle du jeu à l'image de Benjamin Brett qui a obtenu le titre de meilleur apprenti chauffagiste de France. Portrait d'un garçon aux mains d'or dans son entreprise de formation à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Depuis 1 an, Benjamin est apprenti chauffagiste. Ce matin, il réalise les soudures d'une tuyauterie. Pas très à l'aise à l'école, il a vite opté pour l'apprentissage. Bon, bien sûr, l'école, c'est pas une chose qui me plaît forcément. Donc, du coup, je me suis basé sur l'apprentissage parce qu'on alterne un peu les deux. J'avais 2 métiers que je voulais faire, donc soit l'électricité ou la plomberie, parce que les 2 métiers m'intéressent et me plaisent. Donc, ce qui fait que j'ai préféré baser sur mon métier qui me plaisait le mieux en 2e CAP pour pouvoir plus manipuler les matériaux. Benjamin ne baisse jamais les bras. Il a eu beaucoup de difficultés à trouver une entreprise pour son apprentissage. Sans elle, impossible de suivre la formation. 3 jours avant la fin des inscriptions, il fait la rencontre de son futur patron qui a tout de suite cru en lui. Beaucoup d'entreprises disaient soit on a déjà des apprentis qui l'ont déjà demandé, ou soit on ne prend pas l'apprenti parce que soit ils ont des soucis de parcours avec eux. Et ça s'est joué à quelques jours avant de tout pouvoir trouver de patron et de malheureusement me retrouver au chômage. J'ai eu la chance de trouver Alban Merceron. Alban est l'employeur de Benjamin. Selon lui, plusieurs facteurs peuvent expliquer la difficulté pour des apprentis à trouver une entreprise. Il y a eu, je pense, pendant un certain temps, une dévalorisation un peu de cette filière-là. Certains patrons, certaines entreprises freinent un petit peu des cas de fer parce que ça demande quand même un investissement de temps et d'argent. Après avoir été élu meilleur apprenti de France en plomberie, Benjamin a bien l'intention de poursuivre sa formation avec un bac professionnel. Son patron l'y encourage. Ce serait dommage de ne plus travailler le cuivre quand on a de l'or dans les mains. Et on vient de l'entendre pour les chefs d'entreprise, il est de plus en plus compliqué de former des apprentis. Vendredi, François Hollande a donc fait un geste pour tenter de relancer ces filières. Il a notamment annoncé que les entreprises de moins de 250 salariés recevraient une prime de 1 000 € à chaque recrutement d'apprentis. Une nouvelle qui ne satisfait pas totalement les professionnels. La difficulté que l'on a dans une annonce aussi tardive dans l'année, c'est que pour la campagne d'embauche de 2014, c'est compromis, puisque les familles s'inquiètent de l'entrée en apprentissage des jeunes depuis le mois de février. Et recherchent des établissements scolaires et des maîtres d'apprentissage et des entreprises pour les accueillir. Et ajoutons que François Hollande souhaite lancer la promotion de l'apprentissage. L'objectif est donc que ces filières soient évoquées dans les collèges au moment où les adolescents doivent faire un choix pour leur avenir. Et puis encore un mot sur les apprentis de la Forbat à La Roche-sur-Yon et plus précisément sur les jeunes en plomberie, électricité et menuiserie. Ils viennent de créer une cuisine, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit d'une cuisine verte. Elle a été commandée par les 3 services publics que sont Vendéo, le CIDEV et Trivalis. Cette cuisine permettra à ces 3 organismes de sensibiliser le grand public aux économies d'eau et d'énergie et au tri des déchets. L'idée de la collaboration vient bien entendu des 3 syndicats. Et nous avons, imaginé le concept de la cuisine qui paraissait être un support commun et qui est effectivement un lieu dans la maison où nous consommons beaucoup d'énergie, produisons des déchets et c'est quelque chose qui est extrêmement parlant vis-à-vis des enfants notamment.
Une page politique à présent avec, comme prévu, les réactions après le retour de Nicolas Sarkozy. D'ici à la fin de la semaine, nous entendrons les différentes personnalités politiques du département. Et ce soir, nous commençons avec Bruno Retailleau et Sylviane Bulteau pour le président UMP du Conseil général. La candidature de Nicolas Sarkozy à la présidence de l'UMP permet un vrai choix pour la députée PS. Le retour de Nicolas Sarkozy s'apparente plutôt à un non-événement. Écoutez. Il est candidat, il en a parfaitement le droit. Ça va enrichir les candidatures, puisqu'il y avait 2 candidatures d'Hervé Mariton et puis la candidature de Bruno Le Maire. Eh bien, à ce moment-là, je ne doute pas que les adhérents à l'UMP pourront choisir en leur âme et conscience, mais avec une élection qui, bien entendu, ne sera pas pipée comme celle qui a eu lieu malheureusement il y a 2 ans et qui opposait M. Copé avec François Fillon. Je pense que c'est un peu un non-événement. On savait que Nicolas Sarkozy, depuis 2 ans, par les messages qu'il envoyait, les actions qu'il mettait en place, ou même par rapport à ses propres amis, allait revenir. Donc voilà, c'était plutôt quelque chose d'attendu. Maintenant, moi, ce que j'attends de Nicolas Sarkozy, et notamment de l'UMP, c'est qu'il puisse faire son propre bilan de son quinquennat, qu'il propose des choses, et puis nous verrons bien en 2017, bilan contre bilan, projet contre projet, ce que les électeurs, les citoyens choisiront. Et demain, nous entendrons le député PS Hugues Fourage et le député UMP Yannick Moreau. Comme chaque jour, on ouvre notre dossier Xynthia. Depuis plus d'une semaine, vous le savez, le procès se poursuit au Sables-d'Olonne. Et ce mardi était la dernière journée de témoignage pour les sinistrés. On retrouve Caroline Tranche sur place. Toutes les parties civiles qui ont vécu Xynthia ont donc témoigné. Oui, Edwige, toutes sont revenues sur leur nuit d'horreur. Une nuit qui s'est finie pour certains sur le toit de leur maison, sur les tuiles accrochées à la cheminée. Pour d'autres, dans les combles drapés de laine de verre, voire perchés en équilibre sur les montants du lit ou sur un canapé flottant. Tout le monde a également partagé son incompréhension quant au manque d'informations sur les risques de submersion de ces lotissements, voire de la désinformation, diront certains. Un manquement que quasiment tous reprochent à René Maratier, alors maire de la Faute-sur-Mer. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que M. Maratier se trouve aujourd'hui seul en première ligne pour s'expliquer, qu'il est finalement le point de mire, naturellement, de toute cette douleur, de toute cette souffrance. Il faut voir par rapport aux actes, par rapport aux responsabilités que pouvait avoir M. Maratier, aux responsabilités que pouvaient avoir les autres acteurs, que ce soit les services de secours, la préfecture, un certain nombre d'autres acteurs dans ces dossiers pour fixer les choses. On ne peut pas faire le reproche aux parties civiles de s'exprimer et de faire un quelconque amalgame. Il n'y a pas d'amalgame dans leur esprit parce qu'ils l'ont dit, il n'y a pas d'esprit vindicatif chez eux. Ils cherchent à comprendre et c'est au tribunal qui revient de statuer sur les responsabilités. C'est très clair. Et puis, à noter que l'audience a été interrompue une dizaine de minutes cet après-midi à cause d'une coupure de courant, d'après ERDF. L'incident aurait été causé par une défaillance technique dans le poste de départ à Olonne-sur-Mer. Plusieurs personnes ont donc pu être victimes de ces coupures vers 16h30 sur le pays des Olonnes, donc. Depuis quelques semaines, on vous parle de la rentrée scolaire, des enfants, également de leur activité. Mais cette rentrée est aussi l'occasion de revenir sur un autre sujet, le trajet entre la maison et l'école. Et vous allez le voir, à Chantonnay, les parents s'organisent. Reportage de Paul Burgot. Tous les matins, c'est le même rituel pour les 8 écoliers de ce quartier de Chantonnay. À 8h30, une maman ou un papa du quartier fait le tour des maisons pour venir chercher et emmener les enfants jusqu'à l'école. Ça s'appelle le pédibus. Un système bien pratique pour les parents, pas toujours disponible à la sortie des classes, comme Alexandra qui travaille à partir de 17h. Je savais que Sandrine allait la récupérer à l'école. J'avais pas de questions à me poser une fois que j'étais au travail. Voilà. Puis en même temps, c'est vrai que quand je ne travaille pas, il y a un petit gagne-temps aussi à la maison parce qu'on peut faire des petites choses en plus aussi. Un gagne-temps pour eux et un plus en termes de sécurité, car un jeune enfant est moins visible des voitures et a moins conscience des dangers de la route. Il a parfois des difficultés à bien, disons, identifier l'origine des sons et des bruits, des moteurs et tout ça, donc il est très vulnérable. L'enfant n'est pas autonome avant, on dit, 7 ou 8 ans. On ne l'enverra pas seul à l'école avant cet âge-là. Traverser sur le passage piéton, faire attention aux voitures, avec le pédibus, ce sont toutes ces règles que les enfants apprennent et mettent en pratique.
Ils sont assez disciplinés, ils ne vont pas courir dans tous les sens sur le trottoir, ils vont bien rester en ligne quand on leur dit, traverser quand on leur dit. Vraiment, oui, pour ça c'est bien. Ouais. Pratique et rassurant, l'initiative séduit. De nouveaux arrêts pourraient même bientôt venir s'ajouter sur le chemin de Sandrine et Alexandra. L'association Lire et Faire Lire a besoin de bénévoles. À l'occasion de son point de rentrée, l'antenne vendéenne a en effet lancé un appel aux personnes de plus de 50 ans, notamment dans les secteurs de Saint-Jean-de-Mont et de Luçon. Rappelons que ces bénévoles se rendent dans les écoles, les crèches, les centres de loisirs ou encore dans les hôpitaux pour proposer des temps de lecture aux enfants. On est vraiment, donc, d'une part, sur un objectif de développement du lien intergénérationnel et puis sur un second objectif qui est de donner l'envie de lire aux enfants plus tard. Les bénévoles lisent des histoires, ne font pas lire les enfants. On est dans un moment de détente, de plaisir où les enfants vont s'évader et puis échanger avec le bénévole à la suite de la lecture. Et si vous aimez donc partager la lecture et que vous avez plus de 50 ans, vous pouvez contacter l'association Lire et Faire Lire. Vous le savez peut-être, ce mardi 23 septembre, c'est l'arrivée de l'automne et donc de la période des pommes. À Premont, un verger accueille donc le public pour la cueillette. Reportage d'Anthony Jamin. Depuis le 20 septembre, 2 autres variétés de pommes sont disponibles à la cueillette dans ce verger d'1 hectare. La rainette grise du Canada et la Melrose, 2 variétés très attendues des cueilleurs. On peut cueillir celles qu'on aime, qu'on a des préférences, dont nous la Melrose, la Canada, qui sont nos pommes préférées, quoi. Quand on sait les dates où elles sont vertes, c'est vrai qu'on attend pour revenir dès le début pour être sûr d'en avoir, quoi. La Melrose, parce qu'elle est bonne à manger au couteau et elle est bonne à cuire. Et à la compote aussi. La rainette du Canada, pour moi, c'est l'une des meilleures pommes qui existent par son goût, d'une part, et elle est moelleuse. Je mange une pomme par jour. On dit que c'est la santé pour toujours. Un proverbe que Jean, un autre cueilleur habitué, a bien compris. Lui mange 6 pommes par jour. J'en ramasse à peu près 225 kilos au total. Jacques Guillonneau possède 2,5 hectares de verger, dont un exclusivement réservé à la cueillette. Chaque année, entre 40 et 50 tonnes sont prélevées ici, alors quelques conseils s'imposent. On vous a expliqué, donc pour cueillir, la meilleure technique, c'est de basculer la pomme vers le haut. La basculer vers le haut. Oui. Peu de gens en fait ont vraiment la technique parfaite pour cueillir les pommes. Donc on essaie de leur redire des petites choses qui leur permettent aussi d'avoir ce côté pédagogique, quoi. Cet aspect est important aussi pour nous. Une pédagogie nécessaire, primordiale même pour les plus petits. C'est important aussi pour eux de voir que les pommes ne poussent pas qu'en supermarché. À 90 centimes le kilo de pommes, ces cueilleurs font une belle affaire. Une bouteille de jus de pomme est même offerte des 30 kilos de pommes cueillies. Très prochainement, d'autres variétés très appréciées des consommateurs seront accessibles, comme la Belchar et la Clochard. Vous le savez, il existe le patrimoine visuel avec notamment les monuments qui étaient d'ailleurs ouverts au grand public ce week-end, mais il existe aussi le patrimoine immatériel, celui qui n'est pas palpable, comme par exemple les musiques, les chants, les coutumes ou encore les récits de nos anciens. Eh bien, l'association Ethnodoc et le Conseil général viennent de signer une convention pour poursuivre la collecte justement de toute cette richesse. Précisons que l'association Ethnodoc est spécialisée dans ces actions de conservation. Un territoire ou une personne qui n'a plus de mémoire et quelqu'un qui perd une partie de la vie quand même. Et un département, une entreprise, un individu a besoin d'entretenir une mémoire et de faire en sorte de la transmettre à ses descendants, à ses successeurs. Et notez que Jean-Pierre Bertrand, que l'on vient d'entendre, est également chroniqueur à TV Vendée dans l'émission Comme toujours. Et avant de refermer ce journal, comme souvent dans nos éditions, nous allons partir à la rencontre d'artistes vendéens. Ce soir, ils sont 3 et forment un groupe, vous allez le voir, de musiciens-chanteurs décalés. Créé il y a 2 ans, le trio fait des émules et vient de participer à la fête de l'UMA à Paris. Cyril Guillet les a retrouvés sur leur terre en Vendée, à La Roche-sur-Yon. C'est sur les berges de Moulin-Papon que nous avons fait la rencontre du trio franco-hongrois qui compose le groupe Les Chansons d'Occasion. 3 garçons le swing chevillé au corps, aux allures décalées. TV Vendée. Bonjour France.
l'aurez compris, un groupe haut en couleur, à l'univers singulier, non dénué d'humour. Leur marque de fabrique, des reprises de tubes de la chanson française interprétées façon swing manouche. Glacé avec un teint de soleil, ravalé, impressé, mes conneries proférées sont le destin du monde. Je n'ai pas le temps, je file, ma carrière est en jeu, je suis l'homme médiatique. Je suis plus que politique, je vais vite, très vite, je suis une comète humaine universelle. On essaye de prendre des morceaux qui à la base ont une grille qui est soit belle à la base, ou soit qu'on peut modifier facilement, et pour pouvoir en faire autre chose, quoi. Ce qui fait que quand on débute un morceau, les gens vont pas forcément reconnaître où on va en venir, donc quelle chanson on va faire. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith au pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle, le 3/4 en cuir roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, survêtement taquini. Pour les plus casses, les mocassins et une bouloni. Dès qu'il passait, Caméo, Midnight Star, SOS, bande délégation, Chalamar. Tout le monde. L'adaptation du morceau, ça passe d'abord par une écoute assez assidue de l'original. Et puis ensuite, décortiquer un petit peu la grille musicale, donc les notes en fait qui sont utilisées à la chanson. Et puis ensuite essayer de prendre ces notes-là et les faire sonner un peu plus jazz. C'est l'amour à la plage, et mes yeux dans tes yeux, baiser coquillage, entre toi et l'eau bleue. Retrouvez toute l'actualité et les dates de concert des chansons d'occasion sur les réseaux sociaux. À surveiller aussi l'arrivée de cette formation sur les plateformes numériques telles Deezer et Spotify. Et notez que le groupe Chansons d'occasion sera l'invité de la grande émission vendredi. Et voyons si le temps nous donne également le sourire. Eh bien, un peu moins, puisque même si le soleil devrait être présent tout au long de la journée, les températures seront tout juste de saison. Et c'est malheureusement ce que vous confirmera dans quelques instants Armelle Pavageau dans la météo complète. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain.